Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 164. Aujourd'hui encore un direct depuis Périgueux et Coulommiers-Chamiers avec aujourd'hui Mylène Sorzio de Bergerac, Mylène Sorzio parenfant.com, PARENFANT.com qui consulte sur Bergerac. Nous parlerons constellation familiale, nous parlerons EMDR, nous parlerons de famille. Mylène, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue. Avec plaisir. Bon, c'était pas trop loin, vous avez fait bon trajet? Impeccable, je vous remercie. Impeccable. Vous n'êtes pas venue toute seule, en plus aujourd'hui vous êtes venue accompagnée. De mon mari, tout à fait. De votre mari. Bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben voilà, nous avons comme ça ce soir un couple à la radio. Alors, Mylène, on s'est rencontrés, nous, au Salon du Bien-être, à Périgueux, il y a quelques semaines. Tout à fait. Et moi, j'ai vu des choses qui m'avaient intéressé, tout ça, mais on va expliquer un petit peu aux gens. Déjà, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui vous amène à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé à travailler auprès des enfants, j'avais 18 ans. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à évoluer auprès d'eux. Et donc, je me suis dit que ça deviendrait mon métier, mais je ne savais pas encore comment. Et puis au fur et à mesure, j'ai avancé et on m'a confié des responsabilités. Je suis devenue directrice de centre de loisirs privé, puis coordinatrice de structure. En parallèle, j'encadrais des séjours pour des enfants en situation de handicap moteur, mental. Et puis j'ai continué et j'ai aussi été formatrice pour des jeunes en réinsertion professionnelle. Oui, donc vous avez une fibre sociale, vous avez travaillé avec des handicapés, avec l'ASE, la DAS, etc. Donc vous venez de ce milieu-là quelque part. Tout à fait, c'est ça. Et puis j'ai aussi une fibre à côté puisque j'ai fait une licence de théâtre initialement. Ouais. Et j'ai donc voulu aussi... La licence cheveux bleus qui est très utile dans la vie active. Eh bien, ne croyez pas. Non, mais je sais que c'est très utile de toute façon. Mais voilà, on s'en sert. Bien sûr. Et du coup, c'était une volonté que de pouvoir appréhender les publics, les différents publics que j'avais, grâce au théâtre, à la danse, et de pouvoir accompagner sur des sujets tels que la confiance en soi, l'estime de soi, le développement de ses potentiels, en tout cas. Oui. Tout à fait. Voilà. Le théâtre comme une manière de s'affirmer, de se poser, de prendre l'espace, tout à fait. etc. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, vous avez passé donc, des diplômes de thérapeute. Oui. Vous avez passé des examens, donc un DU, si je me souviens bien, et puis ensuite un diplôme de MDR, un diplôme de constellation familiale. Qu'est-ce que le MDR ? Alors, le MDR, c'est pour aller dissocier, dissocier une émotion d'un traumatisme. C'est de pouvoir, en tout cas, revivre, repenser un traumatisme sans être envahi par l'émotion qui va avec. Il y a un petit lien avec les yeux et la PNL, me semble-t-il. Alors, vous pouvez effectivement, c'est connu de sorte qu'il y a un mouvement oculaire, oui. Mais finalement, c'est pas tant... oculaire, oui, mais ça peut être kinesthésique. Et ça peut être auditif. Sensation physique. Voilà, sensation physique, et ça peut être auditif. Le but, en tout cas... composantes, nous sommes visuels, auditifs ou kinesthésiques. Bandler et Grinder, le secret de la communication en 1968-69. Tout à fait jeune. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est d'aller créer une alternance entre le gauche-droite, 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 pour arriver à un état de semi-hypnose. Je me souviens, je crée, je me souviens, je crée, je me souviens, je crée. Et donc, on arrive dans un état de dissociation, de conscience particulière. Oui, d'accord. Un état de conscience modifié. Dissociation, c'est pas un mot que j'emploierais parce que c'est un mot qu'on utilise en constellation familiale qui est différent, qui est un mot qu'on utilise en... La constellation familiale, qu'est-ce que c'est ? La constellation familiale, si on donne la vraie définition, c'est une mise à plat à l'extérieur de soi de son schéma familial. Mon Dieu. Mais encore. C'est pour aller travailler une problématique qui peut être... alors, je vous donne un exemple. Ça peut être, je sais pas, à chaque fois que je vise un emploi, finalement, la promotion me passe sous le nez, je comprends pas pourquoi. Ça peut être, je rencontre toujours le même style de mec, j'en ai marre. Et puis ça peut être j'ai un sentiment de tristesse et je ne sais pas d'où ça vient. Et donc on va aller regarder
ce qui se passe dans le clan familial. C'est aussi transgénérationnel. Et de voir aussi si on ne porte pas des fardeaux, si on ne porte pas des histoires qui ne nous appartiennent pas sur les épaules. Alors, j'ai posé la même question que j'ai posée à Sophie Doxa il y a 3 semaines. La psychogénéalogie de Karine Ségard, ça rejoint un petit peu? Ça rejoint un petit peu, bien Vous sûr. connaissez Karine Ségard? Vous avez lu son Le ouvrage? nom, mais non, j'ai pas lu l'ouvrage. Elle nous a fait l'honneur de passer ici il y a un peu moins d'1 an. C'était intéressant. Quelqu'un très intéressant, Karine Ségard. D'accord. Donc, en fait, on se base sur son historique, son histoire. Déjà parce que les neurosciences nous ont expliqué qu'on transmet aux descendants nos épreuves de vie dans la conception. L'épigénétique se modifie en fonction de nos expériences. Oui. Donc nous sommes le fruit de ce qui s'est passé auparavant, déjà physiquement, de manière constituée. Et vous allez creuser dans les histoires familiales pour voir s'il n'y a pas des répercussions, des schémas qui se répètent, c'est ça? Je simplifie un peu ou c'est comme ça? Non, alors oui, vous simplifiez, c'est très bien, parce que du coup, ça parle peut-être un peu plus. En tout cas, on va creuser dans des histoires qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Donc, il se joue quand même quelque chose dans les constellations familiales de l'ordre du champ magnétique, de l'énergie aussi que porte chaque personne en elle. Et ça va être aussi la réunion des différentes personnes et différents champs magnétiques qui vont permettre aussi de mettre un peu en exergue, justement, une problématique, quelque chose qu'on porte et qui ne nous appartient pas. Donc concrètement, demain, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de votre problématique, déjà, de comment vous voulez la travailler. What's up, doc? Bonjour, docteur, je ne sens pas bien. Déjà, c'est pas, la constellation familiale n'est pas forcément une réponse à chaque problématique non plus. Moi, je vais déjà chercher à discuter avec vous, voir ce que vous voulez travailler, pourquoi est-ce que vous venez. Et là, on va voir si effectivement une constellation peut être mise en place. Bon, c'est là qu'on enchaîne sur la question, grosso modo, aujourd'hui, qui vient vous voir? Qu'est-ce qui se passe dans votre cabinet? Et en fait, vous êtes face à quelle sorte de personnes, quel public, quels sont les grands thèmes? Qu'est-ce qui se passe, en fait, chez Mylène Sorzio? Alors, déjà, ça va me permettre de rebondir, d'ailleurs, si je me permets, Stéphane, sur une toute petite erreur que vous avez faite au début. C'est mon site, c'est Histoire de par-enfant. Histoire de par-enfant, tout à fait. Voilà. On le redira bien à la fin. Donc, oui, Histoire de par-enfant. Histoiredeparenfant.fr. Et en fait, donc pour répondre là à votre question, j'ai régulièrement des familles qui viennent me voir parce qu'il y a une problématique avec l'enfant. Alors, il y a une problématique avec l'enfant. Le parent considère souvent que l'enfant a un mauvais comportement. En fait, l'enfant est symptomatique de ce qui se passe dans le clan familial. Ce n'est pas nécessairement l'enfant qui a un mauvais comportement. C'est qu'il vient porter quelque chose, mettre justement en lumière quelque chose qu'il faut aller regarder, le traiter et le pacifier. Alors là, on rentre directement dans l'éducation. L'éducatif, on met tout de suite la main sur la problématique de l'éducation. Sous-jacente, si, tout à fait. Alors, tout ce qu'il y a derrière, et puis ils viennent vous voir parce qu'ils n'arrivent pas... Oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a ce type de personnes-là, de familles en tout cas. J'ai accompagné aussi des enfants, parce que sentiment de tristesse chez un enfant qui n'est pas compris. Donc ça, j'ai eu aussi plaisir à les accompagner. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dépression après le Covid chez les enfants. Oui, oui, beaucoup. C'est pas une légende, il y a vraiment des enfants qui ont dysfonctionné, qui n'allaient pas bien. Bien sûr. On a martyrisé nos enfants durant le Covid, on leur a fait du mal quelque part. Alors, la société et l'environnement, quelque part, on est responsable. Oui, alors on est responsable. Je pense que beaucoup ont fait avec les moyens et beaucoup de parents ont fait aussi en fonction de ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils avaient en main pour pouvoir le faire, les outils. Des fois, on a fait à nos enfants des choses sans demander aux parents, d'ailleurs, ce qu'on leur faisait. Complètement, oui, complètement. Donc oui, il y a eu ça, mais pas que. Après, il y a d'autres tristesses qui viennent d'autres choses que le Covid. Le Covid n'est pas la cause de tout, on est bien d'accord. Mais oui, tout à fait. Je sais que c'est la balle au bon. Donc des enfants viennent vous voir aussi. Donc soit les familles traditionnelles, si je comprends bien, majoritairement, qui sont encore existantes, qui n'ont pas encore explosé, qui n'explosent pas. Il y en a encore. Oui, il y en a. Des enfants seuls qui viennent vous voir de manière isolée. C'est ça. Voilà, c'est ça que... Et puis également, pour le moment, principalement des femmes qui viennent pour des sujets, effectivement, d'attouchement sexuel, d'inceste. Et aussi, troisième partie, des femmes qui viennent vous voir pour surmonter des histoires personnelles, des traumas personnels. Tout à fait, c'est ça.
Ok. Et depuis peu, je commence également à accompagner des... Alors, pour l'instant, c'est une adolescente qui vient d'une MEX, voilà, donc Maison d'enfance à caractère social. D'accord. Et voilà, et là, c'est aussi un travail intéressant que d'accompagner cette jeune vers un mieux-être, en plus du dispositif dans lequel elle fait déjà partie. Hein. Je ne me substitue pas à ni une psychologue, ni les éducateurs. Je suis en complément de l'équipe déjà. Vous n'avez pas de diplôme de psychologue, vous n'avez pas de diplôme de psychiatre. J'ai un diplôme de soutien en parentalité et de toutes les formations que j'ai pu faire en neurosciences. Oui, ça, effectivement, il faut le dire. Formation en neurosciences, DU, effectivement, diplôme universitaire, donc c'est post-bac, etc. Tout à fait. Voilà. Ok, c'est Mylène Sorzio qui nous explique son activité dans son cabinet. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, ces familles qui viennent vous voir, Mylène Sorzio, dites-nous là, de quoi elles vous parlent et qu'est-ce que vous voyez revenir comme thèmes les plus constants, enfin, qu'est-ce que ça évoque en fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Les thèmes les plus récurrents aujourd'hui, je trouve, en tout cas chez moi, de mon côté, hein, c'est de la difficulté à effectivement... les parents rencontrent des difficultés en termes d'éducation. Mon enfant est trop comme ça, mon enfant est pas assez comme ça. Je comprends pas le fonctionnement de mon enfant. J'ai fait ça avec le premier, je fais pareil avec le deuxième, ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi. C'est beaucoup ce genre de problématique-là. Donc une aide à l'éducation. Une aide à l'éducation, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que éduquer son enfant en début du XXIe siècle, comme ça, c'est facile? Alors non, je pense que ça n'est pas facile d'éduquer un enfant. Alors, je connais pas les anciens siècles, hein, je dirais. Je suis encore... On se posait beaucoup moins de problèmes. On prenait la ceinture ou le martinet et on réglait les problèmes à l'ancienne. Ils n'existaient pas. Voilà. C'est ça. Alors, ils existaient, mais en tout cas, ils étaient mis sous le tapis, peut-être. Oui, absolument. Voilà. Nous avons progressé, nous avons évolué. Le parent d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. On est d'accord. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une posture de parent? La masculinité est attaquée, la féminité est attaquée. La posture de parent, quelque part, socialement, est critiquée aussi beaucoup par l'environnement. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes sur les parents. Oui, parce qu'on a culpabilisé nos parents à nous, déjà, beaucoup, via la psychanalyse et autres, ils étaient responsables de tout. Et puis maintenant, cette génération qui a beaucoup critiqué ses parents se retrouve à avoir des parents eux-mêmes, à être parents eux-mêmes, et ils s'interrogent aussi. En tout cas, oui, je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui... les parents sont un petit peu attendus au tournant. Les mères sont quand même avec pas mal de poids aussi sur les épaules. Et les pères sont en train de prendre de plus en plus de place. Ça, ce qui est clairement hyper important. Ils prennent leur place. Vous le voyez? Ça commence. Ça commence. Hein. Il y a une partie des pères, j'ai porté ce combat durant longtemps, je le porte encore. Je ne dis pas tous, hein, mais il y a une partie des pères qui veut rentrer dans la famille. Bien sûr. Vraiment. Ils le veulent, ils le souhaitent. C'est pas évident. Non. C'est pas facile. Il y a un combat parce que il y a un glissement sociétal. Qui dit glissement dit frottement. Qui dit frottement dit échauffement parfois. Et c'est un combat. Et vous le voyez aussi, ça? Oui. Oui. Enfin... Je pense que autant il y a beaucoup d'hommes qui répondent encore aux anciens schémas, qui sont je travaille pour ramener l'argent et je participe pas forcément à l'éducation. Ouais, on leur laisse assez peu le choix aussi parfois. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui n'assument pas. Il y a une part de salaud aussi, ça existe. C'est complètement, on est bien d'accord. Ouais. Mais il y a, et d'ailleurs c'est un des points qu'on vient aussi travailler en constellation, ça, de se défaire d'images qui ne nous appartiennent pas. Ouais. Parce que cette image-là aussi du père qui ramène l'argent, qui va travailler, et de la mère qui doit gérer tout ce qui se passe au quotidien, c'est aussi quelque chose qu'il faut venir casser, parce qu'aujourd'hui la société c'est plus ça. Absolument. C'est plus ça dans le sens où les femmes aujourd'hui elles veulent aussi travailler, qu'il y a des pères qui intimement et profondément veulent être présents pour leurs enfants. Ouais. Et ils n'ont plus ce désir non plus d'être H24 au travail et d'avoir que ça comme pensée. Non, ils ne sont pas sur un piédestal à regarder les lumières grandir de loin. Ils ont vraiment envie de s'en occuper pour de vrai. Voilà, et de s'investir. Voilà. Donc clairement, il y a des choses aujourd'hui, je pense qu'il faut aller déformater pour permettre à chacun finalement d'avoir une place au même niveau, quoi, égal. Alors, égal. Est-ce que l'homme et la femme seront
toujours... C'est pour ça qu'on parle d'équité. Parce plutôt d'équité, c'est ça. C'est un signe mathématique, ça ne marchera jamais. Déjà, deux personnes, équité. quelles qu'elles soient, un signe égal ne fonctionnera pas. Une équité, c'est ça. D'accord. Ok. Vous êtes dans ces couples qui viennent vous voir, vous constatez, vous, effectivement, que le père est impliqué dans la petite enfance et qu'il veut s'occuper de ses enfants. Il n'est pas que spectateur, il n'est pas que... En tout cas, ça commence à arriver. Oui. Je trouve que ça prend du temps. Je trouve que c'est encore difficile de ramener les hommes et les pères dans des conversations qui parlent d'enfants. Mais ça vient. Toutes les formations que j'ai faites en neurosciences, il y avait quasiment que des femmes. Oui. Oui. Il y a encore très peu d'hommes qui se forment sur ces sujets-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que ça a du mal à venir. Mais parce que aussi, la société peut aussi porter un regard sur l'homme qui ne lui donne pas envie d'y aller. Quelque chose peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est dégradant? Est-ce que c'est finalement permettre à l'homme de toucher une sensibilité propre à lui qu'il n'est pas encore en mesure de voir ou de vouloir laisser voir, entrevoir? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc oui, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai à cœur que les papas viennent, participent et qu'on leur laisse la parole et qu'on leur laisse la place. Et en même temps, pour leur laisser la place, il faut aussi dire à madame que monsieur peut prendre sa place. Oui, c'est parfois difficile à entendre. Bien sûr, mais parce que aussi, je pense que les femmes ont pour habitude de porter, déjà elles portent l'enfant, physiquement parlant, clairement. Oui, mais une fois que, je veux dire, l'enfant n'est pas une extension de soi, autrement c'est une relation fusionnelle, c'est pas bon pour l'enfant. Sûr, et puis une fois qu'on a passé les besoins fondamentaux, bien sûr. Toutes les études disent qu'il y a un intérêt à avoir une implication des deux parents. Je suis complètement d'accord. Dans la psyché de l'enfant, c'est très très bon pour lui. Et puis le père est important pour justement venir casser cette fusion des premiers. Vous dites que ça va lentement, mais en fait tout le monde dit ça va lentement. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que mes grands-parents, ils ne se comportaient pas comme aujourd'hui. Je vais dans le centre-ville, je vois des papas qui poussent des poussettes. Oui. Il suffit de s'approcher d'une école maternelle pour se rendre compte que les pères d'aujourd'hui ne se comportent pas comme leurs parents. Donc en moins d'une génération et demie, il s'est passé énormément de choses. Alors peut-être que je trouve que ça va lentement en France. Ça va plus vite dans d'autres pays. Ça dépend des points, mais c'est vrai. Oui. Il y a sur ce point-là, effectivement, institutionnellement. Institutionnellement, oui. Voilà, institutionnellement. C'est-à-dire qu'au niveau des services sociaux, on va le dire, si vous en venez, nous, j'ai quand même beaucoup de témoignages qui remontent, et j'ai été confronté aussi, au niveau de la justice, au niveau de la CAF qui n'est même pas capable de diviser un couple en deux personnes, parce qu'il y a l'unicité d'allocataires qui fait que lorsqu'il y a une famille, il y a un seul réceptacle pour les allocations, donc c'est même pas pour passer le temps passé. Donc effectivement, la société en elle-même est bloquée sur un schéma antédiluvien, on va dire, pré-révolution industrielle. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, donc c'est un thème, effectivement, que vous voyez beaucoup. Oui. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, autrement, est-ce qu'on vient vous voir que pour des soucis de paternité qui veulent exister ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, comme je vous le disais, après, c'était plutôt les enfants, déjà, d'aider les enfants, de les accompagner. Alors, comment y vont nos petits aujourd'hui là? Franchement, Parce que c'est dur d'être parent, mais est-ce que c'est facile d'être un enfant aujourd'hui? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'enfant a une parole qu'il n'avait pas avant, une liberté de parole. Alors, pas dans toutes les familles, clairement. Mais l'enfant est quand même plus écouté qu'à un moment donné. Donc, et il est plus vu, effectivement, dans son entièreté. Ce qui n'était pas le cas aussi fut un temps. Est-ce que ça permet, ou en tout cas, est-ce que ça laisse entrevoir plus de facilité? Je sais pas. Est-ce que c'est finalement pas non plus toujours facile de s'exprimer et de se permettre d'être qui on a envie d'être? Donc les enfants qui viennent vous voir sur cette thématique-là, ils n'ont pas des soucis pour s'intégrer dans le monde qui est difficile à appréhender et à conquérir. C'est plutôt pour exister dans leur cellule familiale. Eh bien, à ça, j'ai envie de vous dire que... Alors, moi, j'ai la croyance aussi qu'on attire à soi ce qui peut nous être familier ou proche. Moi, je reçois des enfants qui ont une sensibilité exacerbée. Et effectivement, ça peut déranger à la fois les parents et à la fois les enfants. Mais je pense que les enfants, ça les gêne plus parce que ça dérange les parents.
Et cette sensibilité, moi, au contraire, je la défends et j'ai envie de lui donner toute sa valeur. Parce que si le monde permettait à tout le monde d'être beaucoup plus sensible, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Si on permettait à chacun de vivre avec de l'empathie et de la sensibilité pour ce qui se passe autour, de la sensibilité pour la nature, pour les animaux, pour l'être humain, clairement, on n'en serait pas là. Donc, moi, les enfants qui viennent et qui me disent « on m'a dit que j'avais trop de sensibilité », eh ben, je le remercie, cet enfant, de l'avoir, et je lui dis surtout « ne la perds pas ». Et voilà, et quand les parents me disent également « il est trop sensible, c'est pas possible », ben non, laissez-le être sensible. On a besoin de cette sensibilité, la Terre a besoin de cette sensibilité aujourd'hui. Donc il faut surtout pas priver les enfants d'en avoir. Ça veut pas dire être sensible, ça veut pas dire accepter de se laisser marcher dessus non plus. D'accord ? Donc après, qu'on accompagne son enfant effectivement à mieux vivre sa sensibilité, c'est une chose, mais de lui demander de ne plus l'être, c'est se battre contre soi-même et c'est... Non, on peut lui demander au mieux de la gérer, d'arriver à vivre avec par rapport au monde. Le monde est injuste, le monde est un endroit qui est un petit peu sale, parfois c'est comme ça, hein, par définition. Il suffit de lâcher nos enfants sur Internet 10 minutes pour se rendre compte qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, tout de suite, donc on le voit tout de suite. Il faut juste apprendre à gérer la sensibilité. Pas l'étouffer, mais la gérer. Alors, j'ai aussi... excusez-moi, le mot « gérer » n'est pas un terme que j'apprécie forcément d'employer. Alors, dans vous le définiriez comment ? Vous l'expliqueriez comment ? Alors moi, la sensibilité, c'est comme le fait enfin, les émotions, c'est pour moi de l'accueil. On accueille ses émotions, on accueille sa sensibilité. Pour moi, gérer, ça vient dire... c'est l'exemple que je donne quand j'anime des ateliers, justement, sur les émotions. Pour moi, gérer des émotions, ça veut dire que je vais la noter dans mon agenda. Tiens, mardi 15 à 14h, je prévois d'être joyeux ou d'être triste. Une émotion, gérer, ça se gère pas. Il y a pas. le côté gestion aussi, c'est juste... Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il y a plusieurs sens au mot gérer, d'accord. Oui. Pour moi, hein, d'accord, voilà. ok, très bien. Une fois, ça m'appartient. Oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup aux enfants et donc aux gens aussi en grandissant. Hein, gère ton émotion, en gros, contrôle-toi. Si déjà, on pouvait juste être dans l'accueil de l'émotion pour commencer, c'est-à-dire identifier une émotion, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Donc cette émotion qui d'abord passe par le corps, hein, avant de passer clairement par la tête, hein, on est bien d'accord ? C'est de permettre aux enfants d'identifier ce qui est en train de se passer dans leur corps et donc de l'accueillir. Donc je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je vois qu'il se passe ça pour toi. Et ça va, dès le plus jeune âge, en tout cas les aider à identifier ce qui est en train de se passer pour eux. C'est important pour le comprendre et pour le... Clairement, très clairement. Avec, ouais. Et pour permettre justement à ce que ça devienne des adultes qui soient justement en mesure, à un moment donné, peut-être de gérer, en se disant, tiens, là, il y a ça qui se passe, là, il y a ça qui arrive dans mon corps, qu'est-ce que j'en fais maintenant tout de suite ? Voilà, d'accord, tout à fait. Donc on revient effectivement à la définition du mot gérer. Oui, voilà. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Oui, parce que avoir des sentiments, des émotions qui viennent, c'est une chose, mais il y aura des entretiens d'embauche à faire. Oui. Il y aura des déclarations d'amour à faire. Bien sûr. Il y aura des épreuves de la vie à surmonter. Il y aura des injustices à affronter. Il y aura dans la cour d'école le grand méchant idiot qui vient faire du mal bêtement. Il y a tout ça qu'il faut gérer. Donc il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Il faut apprendre à les écouter. Et puis, à les écouter, oui. Et en tout cas, à les laisser vivre à l'intérieur de soi parce que... quoi qu'il en soit, quelque chose, je sais pas moi, un entretien d'embauche qui vous met en difficulté, vous êtes stressé, ok, qu'est-ce que je fais de ce stress ? Comment je peux aider à évacuer ce stress ? Maintenant, s'il est là, c'est qu'il est là pour me dire quelque chose. Bien sûr, ouais. Si j'ai peur d'une situation, pourquoi est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce qui me met en difficulté ? Ok, qu'est-ce que j'en fais ? La tristesse, de dire à quelqu'un sois pas triste, c'est bête. Si la personne est triste, elle est triste. Ouais, vous pouvez pas lui demander de pas être triste. Ouais, bien sûr. C'est plutôt, ok, tu es triste. De quoi tu aurais besoin là tout de suite pour traverser cette tristesse ? Tu sais que tu es triste, donc tu fais avec. Voilà, déjà, tu l'ignores pas. Mais clairement, clairement. Bien sûr. D'accord. Ça, pour répondre à une de vos questions de tout à l'heure, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai envie d'accompagner, déjà. Oui. Parce que je pense que si vraiment, ça aussi, on aidait les enfants à prendre la pleine conscience que les émotions, c'est quelque chose de naturel, et si on aidait chaque enfant à se reconnecter au corps, puisque l'émotion, elle part d'abord du corps, bah pareil, ça ferait, je pense, des adultes beaucoup plus conscients de ce qu'ils sont. Plus équilibré, peut-être. Plus équilibré, peut-être. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter, bien évidemment. Mais... Oui, enfin, je veux dire, déjà, ne pas oblitérer une partie de soi, c'est déjà une bonne partie, c'est un bon départ, déjà. Peut-être dans la conscience de qui on est, oui. Oui, c'est partie de la compréhension personnelle. Mais, je veux dire, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus difficile. Je veux dire, vous êtes de quelle année, vous, grosso modo ? À la dizaine près, vous êtes la génération... Je peux vous dire, moi, je viens d'avoir 39 ans.
Donc, elle me fait calculer en plus, quoi. 84. 84. Donc, vous faites partie de la génération. Vous êtes non, c'est pas les milléniums. Vous, 84, c'est avant. C'est la génération Y. Parce que moi, je suis la génération Z. Il y a, oui, il y a les crois. boomers. Moi, je suis la génération Z, la génération Y. C'était encore facile à cette époque-là, à peu près. Les années 80, c'était bien. Les années 90, ça s'est un peu durci, mais ça restait bien aussi. Et là, aujourd'hui, on leur parle de guerre, de réchauffement climatique, d'épidémie. On ne sait pas s'il y aura du boulot pour tout le monde. Les machines, elles arrivent, elles sont meilleures que nous. Je dirais, être un enfant, grandir, c'est un sacré challenge aujourd'hui, non ? Ils le ressentent ou c'est nous qui avons peur pour eux ou est-ce qu'eux aussi le ressentent ? Ça, c'est bien possible qu'on projette sur eux nos propres Bien peurs. sûr, c'est pour ça que je demande. Clairement, c'est bien possible. Après, c'est aussi, là, les enfants qui arrivent, c'est des enfants qui sont nés avec la technologie. Oui. Donc, ils évoluent avec ça. Donc, nous, ça nous questionne, mais peut-être que eux, ça ne les questionnera pas. Je pense que, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui Ils ont quel âge les enfants que vous recevez ? Ils sont petits ou ils sont adolescents ? Les deux. Et les adolescents, eux, ils sont conquérants par rapport à la vie ou... Parce qu'on reproche souvent, justement, à la génération Z, tout ça, d'être un peu fragile. Conquérant, non, c'est pas le mot que j'utiliserais, non. C'est plutôt des jeunes qui se posent des questions et il y a un mal-être. Maintenant, c'est des jeunes aussi qui viennent de familles qui sont pas forcément aidantes aussi. Oui. Donc, vous avez un aperçu sociologique particulier. Ben oui. D'accord. Oui. Ouais. Ce que je pense, en tout cas pour les ados, aujourd'hui, ce qui fait mal aux ados, je pense que c'est les réseaux sociaux. On en parlait il n'y a pas longtemps. Là. Je ne sais pas si vous avez écouté. Non, oui. Avec Jennifer Martin, il y a 2 semaines, oui, on en parlait aussi, effectivement, les phénomènes d'addiction. Oui. Par rapport aux réseaux sociaux, l'impact démesuré que ça peut avoir sur les personnes, ça peut pousser à des drames d'ailleurs. Bien sûr. La nécessité d'éloigner nos enfants, de passer des moments avec eux, de ne pas les laisser seuls, sûrs. Complètement. Et vous voyez que ça a une incidence sur eux. C'est en fait le côté social, la socialisation de l'enfant passe par la technologie, les réseaux sociaux, et donc ça rentre dans leur... Et puis par le contact humain, le vrai. Beaucoup. Il n'y en a plus assez ? Ah non, il n'y en a plus assez, non. D'accord. Non. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une difficulté à comprendre quand on me dit j'ai des amis, d'accord, et tu les vois souvent. Ah mais non, ils sont de l'autre côté de l'écran. Mais tu les connais ? Non, je les connais pas. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est pour moi difficilement entendable, parce que pour moi, avoir un ami, c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien, que j'ai au téléphone, que je connais, qui connaît mon histoire, avec qui il y a un lien qui s'est créé particulier, parce qu'on a traversé des choses ensemble. Ouais. Et considérer qu'un ami, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran, qu'on n'a jamais vu, c'est quand même questionnant. Donc la jeunesse, en fait, se désocialise. Ah, moi, je pense. D'accord. Je pense que c'est une illusion de dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de liens sociaux parce qu'on a, 1000 amis sur Facebook. Quoi. Non, on voit des sites virtuels, tout ça. Complètement. En plus, je dis Facebook, je sais que c'est devenu presque vintage de dire Facebook. J'aurais dû dire TikTok ou je sais plus quoi. Voilà, mais... Oui, alors qu'à notre époque, moi je me souviens, on nous mettait un short, une paire de tennis, un coup de pompe aux fesses et va jouer au foot. Voilà. Oui. Tu vas courir. Oui. On ne donnait pas du Ritalin. Tout à fait. Voilà. Mais mon mari me faisait la réflexion il y a encore pas très longtemps, là tout à l'heure. Il me disait, je constate qu'il y a de plus en plus d'enfants en bas âge qui ont des lunettes. Mais parce que je pense que vraiment, de plus en plus d'enfants passent du temps sur les écrans, sur les tablettes, sur les téléphones, sur la télé, et ne créent plus de lien avec les parents, les amis. Dans la neuroscience, on le voit, ça. Il faut que le cerveau se construise en 3 dimensions et fixer un point fixe, de manière constante et pas forcément très très bon. Mylène, comment on vous trouve ? Eh ben, on me trouve sur Internet, donc histoiredeparenfant.fr. Voilà, donc, au singulier. C'est au singulier, Histoire tout à fait. Au singulier aussi, et par enfant aussi. Il n'y a pas de S, nulle part. Nulle part, tout est attaché. Vous avez un petit LinkedIn, des petites choses, petit Facebook Alors, je suis mauvaise élève pour les réseaux sociaux, justement. Bon Dieu. Donc, LinkedIn, non, je n'ai pas. Vous consultez à distance aussi ou que sur Bergerac ? Alors, je peux faire éventuellement à distance, sauf les constellations familiales et le MDR, que je refuse de faire à distance. Mylène Sorzio, merci d'être venue. Merci à vous. Monsieur Sorzio, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et vous tous, écoutez, à la semaine prochaine. Au revoir.
Famille, justice, enfance.